à l'heure du lunch pour vous joindre à nous pour cette présentation. Notre objectif de cette présentation, c'est de vous donner un aperçu de la nouvelle loi québécoise PL 64. On voit ça un peu comme notre responsabilité envers nos clients ou clients potentiels, de vous informer de cette loi, les impacts, à quoi s'attendre, etc. Donc, avec moi, j'ai notre spécialiste spécialiste de la confidentialité des données, Lauriane. Je vais prendre peut-être juste un petit moment pour ceux qui nous connaissent moins ou même pas du tout, vous parler brièvement de Assurance-IT et par après, on va passer la parole à Lauriane. Je vous demanderai ou je vous indiquerai. On va répondre à vos questions, mais on va le faire après la présentation de Lauriane. Et évidemment, on va aussi vous donner un peu d'informations sur qu'est-ce que Assurance-IT est en mesure de vous offrir comme service. Brièvement, Assurance-IT, nous sommes une firme basée ici à Montréal, ça fait 10, presque 11 ans. Et notre spécialité est exclusivement dans la cybersécurité, protection des données, la confidentialité des données, la conformité et la gouvernance. Notre expertise réside dans notre capacité de combiner des conseils juridiques en service à la conformité et à la gouvernance avec des solutions techniques exigées par la cybersécurité, la protection des données, la reprise après sinistre et la confidentialité et la gouvernance des données. Tout ça vous permet de répondre, ou tout ça vous permettrait de répondre à les exigences juridiques, légales et bien évidemment technologiques. En gros, c'est qu'est-ce que j'ai à vous présenter pour ma part. Donc, la raison que vous êtes ici, c'est pas pour me voir moi, mais bien ma collègue Lauriane. Donc, je cède la parole à Lauriane. Merci. Donc, alors tout d'abord, bonjour à tous. Merci Philippe pour cette introduction. Plaisir. Donc, tel qu'annoncé, je vais faire la présentation sur la protection de la confidentialité des données, plus précisément concernant le projet de loi 64. Donc, si vous n'avez toujours pas entendu parler du projet de loi 64, ce sera fort probablement le cas très bientôt, puisqu'il s'agit d'un sujet qui revient énormément ces temps-ci, comme vous allez pouvoir le constater. Bonne nouvelle par contre, je suis convaincue qu'après la présentation d'aujourd'hui, vous serez tous mieux équipés pour participer à ces conversations. Donc, pour la prochaine heure, notre objectif est de vous sensibiliser aux changements que le projet de loi 64 apportera, et ce, afin que vous puissiez commencer à être prêts, à vous y préparer et être prêts ainsi en temps opportun. Donc, à cet effet, comme vous avez pu le constater dans l'invitation au webinaire, nous allons nous attarder plus en détail sur 5 aspects clés à comprendre et à retenir lors de la présentation d'aujourd'hui. Donc, important de garder en tête toutefois que puisqu'il s'agit d'une première présentation servant à vous mettre d'abord et avant tout au courant et à vous sensibiliser sur le sujet, sur la nouvelle loi, il se peut très bien que vous ayez davantage de questions. Donc, je vous inviterai à nous les communiquer dans le chat, tel que mon collègue l'a mentionné plus tôt. Donc, les 5 aspects clés seront les principaux changements apportés par le projet de loi 64 au cadre normatif québécois, les délais de rigueur pour la mise en place ou la mise en œuvre des dispositions du projet de loi 64, la nomination d'un responsable de la protection des données et l'étendue de son rôle, la mise en place de mesures de conformité et finalement les enjeux et les préoccupations qui seront liées à la mise en place du projet de loi 64. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai cru bon de vous donner un bref historique des lois sur la protection des données au Québec, de même que de démontrer comment la notion de confidentialité des données a commencé, ainsi que l'évolution au fil des années. Donc, la dite notion de confidentialité a d'abord été apportée dans la société par l'adoption en 1975 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, confirmant le droit fondamental à la vie privée, lequel est stipulé à son article 5 et mentionne que toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Le concept a alors été développé dans le Code civil du Québec. La province a ensuite adopté sa première loi en la matière avec la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui réglemente la collecte des renseignements effectués dans le cadre des activités d'une entreprise. Donc, à noter qu'il s'agissait, cette loi-là s'agissait de la loi qui était en vigueur jusqu'à ce que le projet de loi 64 la remplace. Par la suite, avec l'essor de l'Internet, de nouvelles lois ont dû être mises en place et à ce jour, nous sommes toujours soumis à la loi sur le cadre juridique des technologies de l'information. Et enfin, puisqu'aujourd'hui, la notion de confidentialité des données va beaucoup plus loin encore, les lois et les règlements se devaient d'être revus et révisés afin de suivre cette évolution. Et donc, le projet de loi 64 ou la loi visant à moderniser les dispositions en matière de protection des renseignements personnels a donc été adopté récemment et donne maintenant une nouvelle définition au contrôle des renseignements personnels. Alors, pourquoi le projet de loi 64 a-t-il été créé? Quel en est le but précis ou quelle est son utilité? Donc, comme vous le savez probablement déjà, il existe une prise de conscience mondiale en ce qui a trait ou actuelle, une prise de conscience mondiale actuelle en ce qui a trait à la protection des données personnelles. Donc, le Québec s'est d'ailleurs fortement inspiré de l'Europe, qui est un leader incontesté dans le domaine avec son règlement de la protection des données, qui est considéré partout dans le monde comme étant le règlement central, si on veut, sur la confidentialité des données. Il a été adopté en 2016, mais adopté en 2016, mais en fait, il a été mis en effet 2 ans plus tard, en 2018. Il a été suivi par la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs 2 ans plus tard. Donc, le Québec suit l'initiative législative mondiale avec l'adoption du projet de loi 64 en modernisant le cadre normatif québécois, en apportant d'importants changements aux lois québécoises sur la protection de la vie privée dans les secteurs privés et le secteur public, notamment en ce qui concerne les politiques et pratiques de gouvernance, les obligations de transparence et de publication, la nouvelle nomination d'un délégué à la protection des données dans chacune des entreprises. On va y référer comme étant un DPO tout au courant de la présentation. En fait, vous allez voir cet acronyme-là très souvent lors de vos lectures sur le projet de loi 64. Aussi, les pouvoirs importants qui sont donnés à la Commission d'accès à l'information. Et finalement, notez que les amendes ont été considérablement augmentées, ce que nous verrons d'ailleurs plus tard au courant de la présentation. Donc, alors, initialement, il est opportun de se demander ou de se poser la question à savoir qui sera touché par le projet de loi 64. Donc, avez-vous un établissement, des activités, une place d'affaires ou des employés au Québec? Si vous répondez oui à cette question, vous êtes alors assujetti au projet de loi 64. Même chose si vous recueillez des renseignements personnels au Québec ou alors si vous conservez des renseignements personnels au Québec. Pour tous ces différents éléments, vous allez être assujetti au projet de loi 64. Si toutefois vous répondez non à chacune des dites questions, cela signifie que vous êtes probablement assujetti à la loi sur la protection des renseignements personnels et les données électroniques, qui est la loi en fait ayant compétence au Canada, dans le reste du Canada, dans l'éventualité où une loi provinciale n'aurait pas préséance. Donc, essentiellement, le projet de loi 64 s'applique à toutes les entreprises et personnes ayant une présence numérique au Québec qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels. Il est important de noter que plusieurs éléments peuvent être considérés comme étant un renseignement personnel, que ce soit un nom, une adresse personnelle ou toute autre adresse physique, une adresse électronique, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un numéro de passeport, de permis de conduire, un numéro de compte bancaire. Donc, vous voyez un peu le genre. Donc, bien qu'un seul élément d'information parmi ces éléments-là puisse paraître possiblement banal, il peut, lorsqu'il est combiné avec d'autres éléments d'information, identifier une personne physique. Et c'est exactement, en fait, ce que la loi couvre et veut protéger. Maintenant, la portion la plus importante à retenir pour les entreprises et donc ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc, combien de temps avons-nous pour mettre en œuvre les changements requis par la loi et devenir conforme au projet de loi 64? Il est important de savoir que les dispositions du projet de loi 64 entreront en vigueur graduellement sur une période de 3 ans. Je vous ferai évidemment savoir ce qui entrera en vigueur la première, la deuxième ainsi que la troisième année. À noter que ces dates commenceront à courir à partir du moment où le projet de loi a reçu la sanction royale, qui était soit le 22
septembre dernier. Donc, ce qui signifie que la première année, ce sera dans un an, donc en septembre 2022 et ainsi de suite. Donc, en ce qui a trait à cette première année, vous devrez nommer un responsable de la protection des données dans votre organisation. Donc, comme j'ai dit, je vais y référer en tant qu'être le DPO. Cette personne assurera la mise en œuvre et la conformité. Par défaut, ce rôle sera attribué au PDG de l'entreprise, donc à tout PDG de toute organisation, lequel sera en mesure par la suite de le déléguer par écrit à l'interne ou même de le contracter à l'externe. Donc, je vais parler plus en détail du rôle d'un DPO dans quelques minutes. Vous devrez également publier sur votre site Web les coordonnées professionnelles de cette personne déléguée. Ce sera alors vraiment officiel de qui cette personne devra être et ça devra être clair de qui cette personne désignée sera. Ensuite, vous devrez signaler les incidents, tout incident de confidentialité, en fait. En cas d'atteinte à la vie privée, il sera obligatoire d'aviser la commission d'accès à l'information ainsi que la personne concernée dans le cas d'un risque de préjudice grave. Pour être clair, une atteinte à la vie privée peut comprendre soit une fuite de renseignements personnels, un accès non autorisé ou même simplement la perte de tout renseignement personnel. Donc, essentiellement, chaque fois qu'un renseignement sensible va être divulgué sans autorisation pour ce faire. Par conséquent, vous devrez donc tenir un registre de tous les incidents de confidentialité à fournir à la commission d'accès à l'information sur demande. Quant à la deuxième année maintenant, donc vos politiques, pratiques et conditions et modalités d'utilisation devront être entièrement mises à jour et être également en vigueur. Leur mise en œuvre servira, entre autres, à fournir un cadre pour la conservation et la destruction des renseignements personnels, à définir le rôle et les responsabilités du personnel tout au long du cycle de vie du renseignement personnel et aussi afin de mettre en place un processus de plainte. Donc, encore une fois, ces informations détaillées devront être publiées sur le site Web. Vous devrez également préparer un modèle pour les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. Donc, ces dernières devront être menées pour tout projet. Donc, qu'il s'agisse de l'acquisition, du développement, de la refonte d'un système d'information et ou de la fourniture de services électroniques. Donc, ces évaluations facteurs de vie privée devront être proportionnelles à la sensibilité ou à la finalité de la collecte des renseignements personnels qui seront concernés. Pour les traitements automatisés maintenant. Donc, qu'est-ce qu'un traitement automatisé? Il s'agit d'un processus par lequel une décision a été rendue uniquement sur la base de renseignements personnels enregistrés et qui, par le fait même, a été prise par une machine sans aucune intervention humaine. Donc, par exemple, si vous demandez un prêt hypothécaire et que vous avez été refusé en fonction uniquement des informations que l'ordinateur possède sur vous et que aucune personne puisse examiner cette décision ou ce processus de décision afférent et donc soit que cette personne soit ainsi capable de faire des nuances, par exemple, ou d'interpréter la dite situation de façon subjective. Donc, ce genre de traitement sera également accompagné de règles spécifiques à suivre. En ce qui concerne les transferts transfrontaliers. Donc, comme nous venons tout juste de le voir, vous devrez effectuer une évaluation relative aux facteurs de vie privée avant la communication de tout renseignement personnel à l'extérieur du Québec et la partie destinataire, la province destinataire ou le pays destinataire devra, elle ou lui, avoir une protection adéquate afin que le transfert soit considéré comme étant conforme. Il y aura à nouveau des règles spécifiques attachées à une évaluation relative à la vie privée qui sera réussie et à un transfert de flux de données qui sera autorisé. C'est pourquoi vos politiques et pratiques devront être mises à jour pour tenir compte de ces pratiques. Il sera donc impératif de développer un modèle portant sur les accords de transfert de données transfrontaliers adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise. Si vous faites de l'externalisation, donc vous allez devoir communiquer les pratiques spécifiques à adopter et à mettre en œuvre par une entente écrite avec chacun de vos fournisseurs de services. Et en ce qui concerne la transparence, vous devrez faire un inventaire de l'objectif et des moyens de la collecte de données et être en mesure de répondre de manière adéquate aux différents droits accordés aux personnes concernées ou encore, comme par exemple celui du
le droit d'accès, le droit de rectification ou encore celui du retrait du consentement. Donc, de plus, les personnes concernées devront être informées de toutes les technologies, dont celles de profilage, de géolocalisation ou d'identification et des moyens pour ce faire pour désactiver ces fonctionnalités, le cas échéant. Donc, encore une fois, dans 2 ans, avec le projet de loi 64, il est crucial de comprendre qu'une emphase importante est placée sur le consentement et la façon dont il devrait être donné. Un consentement qui est implicite ou un consentement qui est peu clair, donné dans des termes peu clairs, en fait, dans un document, par exemple, qui est très étoffé, ne sera plus accepté. Vous devrez donc savoir exactement quoi mettre dans votre nouvelle politique de consentement. En ce qui a trait à la confidentialité dès la conception et par défaut, donc ces 2 concepts devront être obligatoirement intégrés dans chacune des actions de votre entreprise. La confidentialité dès la conception constitue la mise en place de paramètres ayant le plus haut niveau de confidentialité, et ce, à partir du moment de la conception du système de traitement. La confidentialité, elle, en tant que paramètre par défaut, signifie plutôt que l'utilisateur de données a la certitude, n'a aucune action à poser et a la certitude que son renseignement personnel est traité avec le plus haut niveau de confidentialité à l'aide des paramètres les plus élevés, et ce, tout au long du cycle de l'utilisation et de circulation de son renseignement personnel. Donc, en résumé, une norme de confidentialité signifie que vous prenez les mesures de sécurité qui sont nécessaires et qui sont raisonnables compte tenu de la sensibilité des informations, des fins auxquelles elles doivent être utilisées, de la quantité et de la distribution des informations et ainsi que du support sur lequel elles seront stockées. À noter que cette exigence ne s'appliquera pas, cependant pas aux cookies. Conservation et destruction maintenant. Il est primordial de savoir qu'il faudra détruire le renseignement personnel lorsque l'objectif initial sera atteint, ou alors si le renseignement personnel est utilisé à des fins qui sont sérieuses et considérées légitimes, vous devrez par conséquent l'anonymiser. Donc, cette anonymisation de données devra se faire conformément aux meilleures pratiques généralement acceptées dans le domaine, donc lorsque l'utilisation ne sera ainsi plus nécessaire. Quant au droit de désindexation, vous devrez cesser la diffusion du renseignement personnel et désindexer tout hyperlien joint à un nom dans l'éventualité où cela contreviendrait à la loi ou alors à une ordonnance du tribunal. Maintenant, finalement, pour la 3e et dernière année, une seule des exigences bénéficiera de cette période de grâce avant d'être adoptée dans chacune des entreprises. Donc, il s'agit du droit à la portabilité des données. Donc, ce droit signifie essentiellement que la personne concernée peut exiger que son renseignement personnel lui soit transmis dans un format qui est structuré et couramment utilisé, donc plus simplement un format informatique. Donc, à noter cependant que la destruction ne sera pas nécessairement requise après le traitement d'une telle demande. Tel que vous pouvez l'imaginer, l'implantation de mécanismes permettant de répondre à ce droit sera lourd et possiblement complexe. C'est pourquoi le gouvernement a donné aux entreprises 3 ans afin de pouvoir s'y conformer adéquatement. Maintenant, en ce qui a trait au rôle du délégué à la protection des données. Donc, la mission du DPO est d'informer, de conseiller et de s'assurer que des contrôles internes adéquats sont en place, plus particulièrement en ce qui concerne le respect des lois sur la confidentialité des données. Donc, je trouvais que cette petite illustration démontrait bien, en fait, l'étendue des tâches attachées au rôle du responsable de la protection des données et à quel point, dans l'éventualité où cette personne ne serait pas nécessairement adéquatement préparée à assumer l'étendue de ses responsabilités, il pourrait se retrouver dans une situation dans laquelle il serait dépassé par son poste. Donc, ces responsabilités comprendront notamment d'assurer l'établissement et la mise en œuvre de politiques et de pratiques en matière de gouvernance d'entreprise et ainsi que de protection des renseignements personnels, de certifier qu'une cartographie des données a été effectuée, donc plus précisément comment les informations personnelles sont traitées tout au long de leur cycle de vie, de conseiller et de veiller aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée pour tout projet d'information, de système d'information ou alors de prestation de services électroniques
et donc par conséquent de suggérer des mesures de protection pour encadrer et protéger ce genre de renseignements personnels. Il devra aussi aider à l'établissement de politiques afférentes à la gestion d'un incident de confidentialité. C'est également lui qui s'occupera de valider la documentation pour la conformité. Donc, par exemple, concernant les registres des incidents de confidentialité qui seront nécessaires pour la première année en septembre 2022, tout recueil du consentement ou alors pour l'analyse des facteurs relatifs à la vie privée, pour ne nommer que ceux-ci. Il verra la mise en place des politiques et pratiques afin de répondre aux demandes des individus quant aux nouveaux droits qui leur sont octroyés. Il devra gérer les risques dans l'optique d'éviter toute sanction pécuniaire, lesquelles on en parlera plus tard. Et finalement, il sera responsable de sensibiliser la haute direction, de même que tous les employés, par la mise en œuvre notamment de programmes de formation. Donc, comment être conforme? Quelles mesures votre organisation devra-t-elle prendre et adopter? Donc, tout d'abord, vous devrez être au courant de chacune des données que vous collectez. Donc, où sont-elles stockées et essentiellement ce avec quoi vous travaillez. Donc, pour ces dites données, vous devrez élaborer des plans d'action et faire des feuilles de route décrivant les risques auxquels vos données sont exposées ainsi que leur circulation. Quant à la gouvernance, comme nous l'avons mentionné, un DPO devra être nommé et la description de ses tâches et ou de ses responsabilités devront être clairement énumérées. Encore une fois, important de garder à l'esprit que par défaut, la responsabilité du DPO reviendra ultimement au PDG de chacune des entreprises et des organisations s'il n'y a aucune délégation par écrite qui est effectuée. Donc, vous devez également vous assurer d'avoir l'équipe et la structure de gouvernance qui sont nécessaires et en place pour répondre aux exigences du projet de loi 64. Donc, ces exigences, lorsque tout cela va être fait, vous pourrez donc commencer à établir un diagnostic quant à l'efficacité des contrôles internes et par la suite de développer un registre des risques entourant la confidentialité des données afin de pouvoir déterminer ce qui exactement doit être mis en œuvre. Maintenant, la sensibilisation. C'est là que la prise de conscience entre en jeu et que vous devrez instaurer des politiques et pratiques de données personnelles. Excessivement important, vous devrez vous assurer que vos employés suivent les meilleures pratiques en matière de protection des données. Et comment allez-vous vous en assurer? Donc, en mettant en preuve un plan opérationnel annuel pour la conformité et aussi à ne pas négliger la formation appropriée pour vos employés et votre personnel. Finalement, tout ce que vous avez mis en œuvre, tous les plans d'action, toutes les feuilles de route devront être adéquatement surveillés. Donc, même principe un peu qu'un outil à l'interne. Alors, quel est concrètement l'impact du projet de loi 64 ou les enjeux et les préoccupations qui sont rattachés à son implantation? Donc, tel que vous avez pu le constater, des ressources importantes seront nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences des diverses dispositions de la loi. Donc, le DPO sera en fait la personne responsable de s'occuper de toutes ces politiques et pratiques et conséquemment de s'assurer que des mécanismes nécessaires soient mis en place et de veiller également à leur surveillance. Donc, le DPO devra évidemment connaître et avoir une excellente maîtrise et compréhension des dispositions de la loi. Il devra également être en mesure d'aider les gens et de leur communiquer quelles pratiques doivent être mises en œuvre en leur expliquant par le fait même pourquoi, afin que chaque individu soit de ce fait engagé dans l'entreprise. Plus important encore, il devra être à la fois fiable et indépendant, sans aucun engagement préalable qui interférerait avec les responsabilités du DPO et le rôle de surveillance du DPO. Donc, il faut aussi comprendre que, étant donné que le DPO devra veiller à la surveillance de tout ce qui a été énuméré, en fait, dans l'éventualité où ce serait un employé à l'interne qui serait nommé DPO et qui se verrait attribuer ou déléguer cette fonction, il pourrait possiblement se mettre dans une position de conflit d'intérêts, en fait, parce qu'il pourrait se trouver impliqué à la fois dans l'application des pratiques, ainsi que pour leur examen, ainsi que leur suivi. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être considéré comme un conflit d'intérêts, ce qu'on ne voudrait évidemment pas. Donc, c'est pourquoi il est suggéré d'embaucher quelqu'un à l'externe, possiblement, afin que cette personne puisse examiner les contrôles avec un point de vue qui serait plus impartial. Et enfin, cette personne, le DPO, aura besoin de savoir comment mettre en action d'un point de vue qui est technologique chacune des dites politiques et pratiques.
Donc, évidemment, cela pourra constituer un gros investissement initialement à faire, mais il fut prouvé à maintes reprises qu'il s'agit d'un excellent retour sur investissement basé sur chacune des entreprises qui ont traversé les mêmes procédures, et ce, à travers l'Europe ou même à travers le monde. Et enfin, petite mise en garde, il est important de savoir que dans l'éventualité où la conformité ne serait pas respectée, les nouvelles amendes seront excessivement élevées et les conséquences certainement désastreuses pour chacune des entreprises. Donc, pour vous donner un exemple, les sanctions administratives pécuniaires, lesquelles constituent les amendes qui sont imposées en cas essentiellement de non-respect aux dispositions de la loi, pourront atteindre un maximum de 10 millions ou alors de 2 du chiffre d'affaires mondial de l'organisation qui se les verrait imposer, selon, en fait, celui qui serait le plus élevé, entre le 10 millions ou le 2 du chiffre d'affaires mondial. Alors que pour les dommages intérêts punitifs, lesquels sont plutôt dans le cas où une infraction pénale a été commise, donc que ce soit c'est-à-dire une négligence qui est grave ou bien une faute qui est grave ou une faute lourde, comme par exemple si vous avez essayé de récupérer des renseignements personnels qui ont préalablement été anonymisés, dans l'optique par la suite de les utiliser à nouveau, ceci sera certainement considéré comme essayant de contourner la loi d'une manière malveillante et des dommages intérêts pourront être imposés. Et ceux-ci vont d'un maximum de 25 millions de dollars ou 4 du chiffre d'affaires mondial. Encore une fois, lequel des deux sera le plus élevé, ça sera l'amende qui sera imposée. Donc, l'impact que tout cela engendrera sera fort probablement une très grosse hausse du nombre de litiges en matière de protection de la vie privée, ainsi que des recours collectifs en raison principalement de la gravité de ces amendes. Et pour conclure la présentation, donc vous pouvez jeter un coup d'œil ici à une carte du monde montrant tous les pays importants et leur position en ce qui a trait à la réglementation en matière de la confidentialité des données. Donc, comme on le voit, le Canada fait partie des pays qui sont innovateurs, si on veut, avec des lois qui sont très développées et restrictives en la matière, de même que les États-Unis également, l'Europe et même le Brésil ainsi que la Chine. Par contre, juste à noter que cette carte du monde devrait, il y aurait peut-être un petit changement qui s'y imposerait suite à l'adoption du projet de loi 64, puisque le Québec se distingue désormais du reste du Canada, des autres provinces du Canada. Et donc, au lieu de voir les petits pointillés qui sont considérés comme, dans le fond, une législation qui est omnibus, on devrait plutôt voir une législation nationale qui est sectorale, comme par exemple les États-Unis avec leur loi californienne sur la protection des données, notamment. Donc c'est cela. Il ne serait pas surprenant de voir au courant des prochaines années beaucoup plus de rouge sur cette carte, puisque plusieurs pays auront fort probablement suivi le courant mondial en la matière et adopté de nouvelles lois concernant la confidentialité des données. Donc voilà, ça conclut ce que j'avais à dire sur le projet de loi 64, qui aussi, juste à noter que lorsque la loi sera adoptée, vous verrez que ça sera intitulé la loi 25. Donc, je retourne la parole à mon collègue Philippe pour vous mentionner en fait comment Assurance IT peut vous aider par rapport à cette nouvelle législation qui a été adoptée. Merci, Lauriane. C'est toujours fort intéressant de voir comment les gouvernements peuvent nous encadrer. Comme vous pouvez voir, c'est une loi qui va être assez encadrante. Et puis ça va être, je crois, pour presque toutes compagnies, firmes, entreprises au Québec, à exception près, une priorité dans les prochaines années, dans les années à venir. Comme je disais, ça va affecter toutes les compagnies, ou presque. Et indirectement, ça va affecter aussi les gens qui participent à notre présentation. Vous êtes tous des gens qui, je crois, sont dans le domaine des TI pour votre entreprise. Et indirectement, ça va vous affecter aussi. Comment est-ce que Assurance IT peut vous aider? Je ne vous lirai pas chaque ligne, mais essentiellement, on va offrir des formations sur le projet de la loi.
On va évidemment offrir des services de DPO externes, voulant dire que on peut devenir, si vous voulez, votre DPO virtuel. Si vous préférez avoir quelqu'un à l'interne nommé DPO, on peut certainement travailler avec cette personne-là pour la former, l'aider, la guider, etc. Un autre point important, qui est le dernier, c'est la découverte des données ou data discovery. Ça va être très important pour votre entreprise de savoir quelle sorte de données vous avez naturellement, mais aussi où ils se trouvent. C'est surprenant à croire, mais avec j'ai utilisé un terme anglais, IT sprawl, de plus en plus, il y a des vieilles données qui seraient considérées comme importantes, mais qui se sont ramassées dans un secteur de votre infrastructure informatique où vous ne le savez même pas. Donc, la découverte des données ou data discovery va être un aspect très important pour rencontrer les normes de la loi 64. Donc, ce sont des services qu'on est en mesure d'offrir et des services qu'on va certainement commencer activement à offrir en début de l'année prochaine, à partir du mois de janvier. En gros, c'est qu'est-ce que Assurance Cité peut faire pour vous. Évidemment, on offre tous les services technologiques reliés à la protection des données, non seulement juste à la découverte, mais à la protection des données, recouvrement de désastres, toutes des choses qui vont être demandées à l'intérieur de la loi 64. Et je ferai mention, toutes des choses qui pourraient aussi être demandées si vous décidez de vous acquérir d'assurance cyber ou cyberassurance ou cybersécurité assurance. Ça va être toutes des choses à considérer. On peut passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. En fait, la prochaine diapositive, c'est les informations. En fait, si vous voulez nous contacter. Oui. Donc, ici, il y a le courriel d'Assurance Cité, ainsi que mon courriel et celui de Philippe. Donc, on vous invite à nous contacter si vous avez des questions qui sont plus liées à vos besoins personnels pour votre entreprise. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à chacune de ces questions. En effet. Je pense que là, on pourrait passer à la période de questions. Je vais peut-être juste revenir sur l'autre diapositive. Comme ça, je peux laisser la chance aux gens de regarder les services qu'on va offrir durant cette période de questions. Ouais. Certainement. Période de questions. Pour les questions, je vais juste faire mention d'une chose. On va répondre naturellement à vos questions. Si jamais vous avez une question très pointue ou très particulière, on va y répondre, mais probablement pas pendant cette session-ci, mais on vous encourage à nous contacter avec vos questions, comme je dis, plus pointues ou particulières. Ça va nous faire plaisir de vous les répondre en format one-on-one. Ernesto? Oui, bonjour. Merci, Philippe. Merci, Lauriane. C'est à mon tour. Ernesto Pellegrino, directeur de la technologie chez Assurance Cité. Bonjour tout le monde. On a un couple de questions qui ont rentré dans le chat. On va commencer avec la première, FAQ Time. La première question, Lauriane, c'est quelle est la première date importante que mon entreprise doit garder à l'esprit pour s'assurer sa conformité? Deuxième point de cette question, comment le Québec va s'assurer que les organisations respectent la loi? Donc, le premier aspect de la question, la date à retenir ou le mois à retenir, en fait, mois, ça sera le mois de septembre de l'année prochaine, puisque comme on l'a mentionné au courant de la présentation, la loi, le projet de loi 64 a reçu l'assentiment royal le 22 septembre dernier. Donc,
le 1 an, en fait, pour la nomination du DPO et du registre des incidents de confidentialité sera le 22 septembre 2022. Donc, ça, ce sera la date limite pour, en fait, implanter ces pratiques dans votre organisation. Le second aspect de la question, en fait, c'était, est-ce que Ernesto, c'était... C'était comment le Québec vont s'assurer que les organisations respectent la loi. OK, c'est ça. Excusez. Donc, en fait, ça va être la Commission d'accès à l'information, comme on l'a mentionné, qui va maintenant avoir des pouvoirs qui sont très importants. Donc, ce sera plus juste seulement un tribunal, mais ils vont vraiment veiller à ce que la loi soit appliquée et ce que les entreprises soient conformes par notamment l'imposition des lourdes amendes qu'on a vues. On souhaite ça à personne, mais en 2000, je pense que c'est la première partie de 2022, la Commission d'accès à l'information et l'Assemblée nationale a annoncé qu'ils vont sortir, en fait, le document qui va décrire de long en large tous les pouvoirs de la Commission d'accès à l'information, comment ces amendes-là, comment elle va voir à appliquer ces amendes-là ou à veiller à ce que la loi soit appliquée. Donc, c'est pas encore sorti, mais on peut voir l'évolution de quand ça va l'être et ils sortent des petites choses petit à petit. Mais oui, ça va être la Commission d'accès à l'information qui va avoir ces pouvoirs-là. Donc, Parfait. Parfait, merci. On a une deuxième question. Est-ce que toutes les entreprises devront-elles embaucher un DPO? Puis, deuxième aspect, comment un CEO peut-il se libérer des obligations en tant que DPO? Donc, la réponse est oui. Principalement, oui. Chacune des entreprises au Québec, donc toutes les entreprises publiques, privées, devront procéder à la nomination d'une personne déléguée d'un DPO. Donc, cette personne-là va être responsable de la protection des données, soit à l'interne ou si l'entreprise veut déléguer à l'externe, c'est possible également, c'est prévu dans la loi. Et ultimement, comme on a dit, à retenir que par défaut, cette responsabilité-là de DPO va revenir ultimement au PDG de chacune des organisations. Donc, si ce PDG veut en fait se débarrasser de ce rôle-là, déléguer ce rôle-là, il va devoir le faire par écrit dans un document clair en décrivant les responsabilités qui vont revenir ultimement à cette personne-là, à ce DPO. Donc, la réponse est que oui, chacune des entreprises devront nommer un DPO. Ultimement, ça va être par défaut au PDG d'entreprise qui va devoir le déléguer ce rôle-là par écrit. Parfait, excellent. Troisième question encore, deux aspects de la question. Cette loi s'applique-t-elle aux entreprises du reste du Canada? Deuxième aspect, s'applique-t-elle aux entreprises qui résident hors du Québec et ayant des clients au Québec? Réponse rapide, oui. Oui, chacune des entreprises à l'extérieur du Canada qui ont des clients au Québec, oui, ils seront assujettis au projet de loi 64. Même chose pour, en fait, chacune des entreprises qui est située au Québec ou alors qui n'est pas nécessairement située au Québec, qui est située dans une autre province du Canada, mais qui a des clients au Québec, donc qui collecte des données personnelles de clients québécois ou qui stocke des données dans la province de Québec ou concernant des clients québécois, encore une fois, seront assujettis au projet de loi 64 qui, en plus, aura préséance sur n'importe quelle autre loi qui s'applique dans cette province-là où la compagnie réside, où l'établissement demeure, en fait. Donc, oui, PL 64 est une loi qui est très restrictive et elle va avoir préséance lorsque ça concerne des Québécois sur toute autre loi qui s'appliquerait autrement. Parfait. Dernière question, puis après ça, on va passer la parole ou on va faire le tirage pour les 4 Uber Eats Cards. So, dernière question, last question. En termes politiques et pratiques à mettre en place, est-ce que le gouvernement impose un standard, un minimum en termes de pratiques et politique? Est-ce qu'il y a un standard minimum? En fait, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais de ce que je comprends, est-ce qu'il y a un minimum de politique et pratique à mettre en place? Est-ce qu'il y a un minimum? Non. Est-ce que vos politiques et pratiques devront
veiller à respecter les dispositions de la loi et à faire en sorte que vous êtes conforme et que vous respectez la loi, oui. Donc, c'est plus que ces politiques et pratiques-là devront être efficaces et justement faire en sorte que votre entreprise est conforme et respecte la loi. Donc, il n'y a pas de nombre, mais les pratiques à mettre en place devront être celles qui respectent les exigences de la loi. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Là. Parfait. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de contacter Lauriane si on veut un plus in-depth. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Plus des questions spécifiques ou des questions pointues que peut-être que vous n'avez pas eu la chance de poser aujourd'hui. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais laisser justement nos informations que vous pouvez noter si jamais vous souhaitez nous contacter. Super, super. Excellent. So, maintenant, on a une question ici de Samuel qui vient juste de rentrer. Oui? Serait-il de la responsabilité de chaque entreprise de s'assurer que ces sous-traitants informatiques qui ont la charge de la gestion d'infos personnelles sont aussi conformes à la loi? Oui, en fait, oui, justement, il va falloir on l'a mentionné là, pour l'externalisation, si vous faites affaire avec des sous-traitants ou des service providers, oui, en fait, il va falloir que vous ayez des documents qui mentionnent quelles politiques et pratiques doivent être respectées. Donc oui. Oui, va falloir, ça va être, vous ne pouvez pas vous en laver les mains et dire, ah, mais c'est mon sous-traitant. Il faut vous assurer que, justement, vos sous-traitants respectent les exigences de la loi et sont conformes avant tout transfert de données ou avant tout transfert de services quelconque. Parfait. Merci, Lauriane. Great Merci. job. On va maintenant tourner à la roue de fortune, the wheel of fortune. La fortune. La roue de la fortune. So, est-ce qu'on peut donner le partage à Lisa? Je pense que, oui, exact. Bon, on va attendre Lisa qu'elle partage son écran. Entre-temps, je ne sais pas si les gens ont noté les courriels. Il y a des lettres majuscules sur chacun des noms de famille. Je ne pense pas que c'est le cas. Juste pas écrit de la majuscule dans les courriels pour les noms de famille de Philippe et de moi-même. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas. C'est parfait. Bon, on a tous les noms. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. On va commencer avec le spin. Mais ça, c'est une vraie expression francophone, Ernesto. Je travaillais au casino. Je travaillais au casino avant. First winner, le premier gagnant, c'est Sylvie M. Excellent. On va faire ça 4 fois. 4 winners today. 4 gagnants aujourd'hui. We spin again. Joey T. Deuxième gagnant. Oscar C. Troisième gagnant. Quatrième gagnant, Michael C. Lisa, est-ce qu'on est capable de faire un autre spin? Est-ce qu'on est capable de faire un cinquième? Oui, on va faire un cinquième. Let's do a fifth one. Vas-y. Here we go. C'est le temps des fêtes. Et Nader T. On va arrêter là. J'ai déjà Luigi qui me donne des yeux. Là, c'est assez. Parfait. Merci tout le monde pour avoir pris le temps aujourd'hui. Phil, je te laisse la parole si tu veux terminer.
Oui, certainement, merci. Donc, d'une part, merci d'avoir participé à cette présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mais aussi éducatif. Je vais peut-être me répéter en disant, c'est une loi qui affecte toutes les entreprises au Québec, à quelques exceptions près. Et aussi, je me répète, c'est une loi qui indirectement va vous affecter un et chacun dans la norme de votre métier. Donc, mieux prévenir que guérir. Comme on a indiqué, Assurance-IT est certainement en mesure de vous aider d'un point de vue juridique, légal et technologique aussi bien. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si on peut être d'aide pour vous d'une manière ou d'une autre, vous avez nos coordonnées. Je vous encourage à nous contacter et on peut ensemble voir comment on peut vous aider pour, comme je dis, rencontrer les obligations, et je dis bien obligations de cette loi. Sur ce, à mon nom et au nom de Assurance-IT, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, plein de santé, soyez sécuritaires. Malheureusement, on n'est pas dans le clair complètement encore avec la COVID, mais certainement profitez-en, amusez-vous et ça va nous faire plaisir de vous voir, vous parler dans la nouvelle an au mois de janvier. Donc, merci beaucoup à tout le monde et puis, encore une fois, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci. Merci.